Bonjour, c'est votre enseignante Dr Sanhaji Imen pour vous enseigner le cours sur les généralités sur les antibiotiques. Donc, comme vous le savez tous, que la découverte des antibiotiques revient à Alexandre Fleming. C'est lui qui a découvert la pénicilline. En fait, il était en train d'étudier des colonies bactériennes et il vit fortuitement qu'une partie qui a été contaminée par une moisissure ne poussait pas. La bactérie ne poussait pas. Il n'y avait plus de colonies bactériennes qui poussaient autour de cette moisissure et là il fit une liaison. Donc c'est lui qui a découvert l'action de la pénicilline sur la croissance bactérienne. Et après, l'honneur revient à Ernest de Chêne qui développa l'antibiothérapie, proprement dit, ça veut dire comme médicament, pour une utilisation plus large. Donc là, on va voir la définition des antibiotiques, c'est quoi? Ce sont des substances qui peuvent être d'origine naturelle, biologique, synthétique ou semi-synthétique, et qui font quoi? Et qui sont capables de s'opposer à la multiplication ou bien la destruction. Ça veut dire qu'ils peuvent détruire les bactéries sans pour autant toucher l'hôte. Donc les antibiotiques ont pour but de diminuer ou de stabiliser la quantité de bactéries présentes au niveau du site infectieux et d'aider les cellules du système immunitaire à entamer le processus de guérison. Ça veut dire qu'ils sont là pour stopper la croissance bactérienne et aider le système immunitaire pour terminer son travail. Donc les antibiotiques, ce ne sont pas des antiseptiques. Pourquoi? Parce qu'un antiseptique, il a une toxicité qui est générale, qui n'est pas spécifique, qui n'est pas sélectif à un germe donné, contrairement aux antibiotiques qui peuvent être spécifiques et qui sont spécifiques à une bactérie donnée, ça veut dire qu'ils ont une cible particulière, qui peuvent agir à une faible dose et aussi qui peuvent être utilisés soit en interne ou en externe, contrairement aux antiseptiques qui ne sont utilisés qu'en externe. Et ils peuvent arrêter le développement de ces micro-organismes, contrairement aux antiseptiques qui peuvent arrêter ou pas. Ça veut dire qu'il y a certains micro-organismes qui peuvent résister à des antiseptiques. Donc là, on va passer maintenant à la classification. La classification de ces antibiotiques, on a le choix. Soit on va les classer selon la nature chimique, soit selon les modalités, soit selon leur cible. Selon le cible d'action, ça veut dire au niveau de la bactérie, où est-ce qu'ils vont agir, ou bien encore selon le spectre d'action. Donc commençons par la nature chimique. Bon, comme cette classification normalement elle est claire, ça veut dire on va les classer selon une apparenté chimique d'une famille. Par exemple, quand vous avez la famille des bêta-lactamines, les bêta-lactamines ils ont un noyau monobactam, ça veut dire toute la famille des bêta-lactamines ont un noyau monobactam. Donc c'est là où va intervenir cette classification. Mais cette classification généralement n'est pas très retenue parce que les antibiotiques, ce qui nous intéresse plutôt c'est leur spectre d'action plus. Ça veut dire au niveau pratique, dans le domaine pratique et clinique, c'est surtout le spectre d'action qui nous intéresse. Donc cette classification, c'est juste en quelque sorte pour retenir les noms et la famille. Donc passons maintenant aux modalités d'action. C'est-à-dire là, on a deux catégories d'antibiotiques. Soit qu'il est bactéricide, soit qu'il est bactériostatique. Un antibiotique qui peut avoir une action bactéricide, ça veut dire qu'il va quoi? Qu'il va inhiber la multiplication seulement. Ça veut dire la bactérie ne va plus se multiplier. 2 donneront 4, 4 donneront 6, etc. On va s'arrêter. Ça veut dire le nombre de bactéries présentes dans le site infectieux va s'arrêter. Et
Et la bactéricide, et un antibiotique bactéricide, c'est quoi? C'est un antibiotique qui va détruire. Ça veut dire que je n'aurai aucune bactérie sur site. J'aurai 0 bactéries sur site. Là, c'est quelques antibiotiques. Je vous donne juste comme exemple, par exemple, les macrolides sont des antibiotiques bactériostatiques. Les tétracyclines sont des antibiotiques bactériostatiques. Ça veut dire qu'ils inhibent juste la croissance. Contrairement aux bactéricides, comme le bêta-lactamine, comme les aminosides, ce sont des antibiotiques bactéricides qui vont faire disparaître les bactéries du site infectieux. Ça veut dire on les détruit. En clinique, ils servent à quoi? Un bactériostatique, il ne va pas éradiquer à lui seul l'infection. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il va arrêter la croissance. Ça veut dire là, ça, par exemple, si j'ai 10 bactéries sur site, il restera toujours 10 bactéries sur site. Mais le fait que j'ai que 10 et qu'ils ne deviendront pas 20, pas 30, pas 40, je faciliterai le travail au système immunitaire. Donc c'est le système immunitaire qui va en quelque sorte finaliser le travail. En cas d'infection grave, ou bien un inoculum important, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bactéries sur le site infectieux. Et chez tous les patients dont les défenses immunitaires sont déficientes, ça veut dire déjà un sujet qui est immunodéprimé, ça veut dire déjà son système immunitaire ne sera pas capable de pouvoir terminer ce travail. Donc qu'est-ce qu'on va préférer dans cette situation? On va préférer un antibiotique bactéricide. Donc passons maintenant à la troisième classification, c'est selon le mode d'action, ça veut dire le site au niveau bactérien. Vous avez différents sites, soit au niveau de la synthèse, de la paroi, soit au niveau du cytoplasme, de la membrane cytoplasmique, soit au niveau de la synthèse protéique, ou bien au niveau de l'ADN, ou bien d'autres mécanismes. Donc, premièrement, par inhibition de la synthèse de la paroi. Quand on dit inhibition de la synthèse, on devine que c'est un antibiotique bactéricide, parce que quand on va inhiber la synthèse, il y aura entrée et un flux d'eau ou bien de liquide qui est autour de la bactérie et cela va entraîner une lyse bactérienne, d'eau, la bactéricidie. Vous avez l'exemple de la phosphomycine, vous avez l'exemple des glycopeptides et aussi les bêta-lactamines qui vont avoir une action inhibitrice de la paroi. Ça veut dire inhibition de la synthèse du peptidoglycane. Deuxième, par inhibition de la membrane, c'est l'exemple le plus connu, c'est les polymyxides. Comment ils vont altérer cette membrane cytoplasmique? Ils vont altérer la perméabilité. Leur définition, généralement, ils disent que c'est comme des détergents. C'est comme des détergents tensioactifs. Ça veut dire qu'ils vont entraîner une perméabilité importante, ce qui va entraîner, comme pour la paroi, une bactéricidie. Troisième, c'est pour la synthèse, les inhibiteurs de la synthèse protéique. La synthèse protéique comprend différents, fait intégrer différents organites. Il y a plusieurs étapes. Donc, vous avez soit l'inhibition de la sous-unité 50S, comme les macrolides. Il y a l'inhibition de la 30S, c'est les tétracyclines. C'est les 30S et la 50S, c'est les sous-unités de quoi? Du ribosome. L'acide fusidique aussi peut inhiber l'élongation et la mupirocine est aussi utilisée comme un inhibiteur de synthèse des protéines bactériennes. Vous avez aussi les inhibiteurs de synthèse de l'ADN. Pour les inhibiteurs de l'ARN polymérase à retenir la rifampicine, les inhibiteurs de l'ADN et la topoisomérase
vous avez les quinolones et les fluoroquinolones, et les inhibiteurs de la synthèse de l'acide folique, comme les sulfamides et les diaminopyridines. Les diaminopyridines et les sulfamides inhibent la synthèse de l'acide folique. Mais pourquoi on parle d'acide folique dans les bactéries? Parce que l'acide folique, c'est un élément très important pour la synthèse des purines et de la thymidine. C'est les bases nécessaires pour les acides aminés. Et les acides aminés, c'est quoi? C'est les protéines. Et les protéines, c'est le composant principal de la bactérie. Composant principal pour la croissance bactérienne. Donc les sulfamides, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont arrêter la synthèse de cet acide folique. Quatrième classification, selon le spectre d'action. Et celui-là nous intéresse beaucoup en clinique parce que ça veut dire je saurai l'antibiotique va agir sur la bactérie que j'ai isolée, par exemple, lors d'un antibiogramme. Quoique l'antibiogramme, déjà, il vous mentionne la bactérie qui a été isolée, elle est sensible à quoi, elle est résistante à quoi, elle est moyennement sensible à quoi. Donc, vous aurez toutes les informations si vous faites un antibiogramme et que cet antibiogramme, vous avez eu le résultat le plus tôt possible. Donc c'est ça le souci généralement de l'antibiogramme, c'est que ça prend un peu de temps et que les infections, généralement, surtout au milieu hospitalier, l'inoculum est très important et le pronostic vital est souvent engagé. Donc c'est pour ça qu'on commence généralement par des antibiothérapies probabilistes en attendant le résultat, soit des hémocultures, soit des ECB, soit encore autres prélèvements pour isoler le germe, isoler la bactérie. Donc là, pour les spectres d'action, on parle de bactéries sensibles. On parle de bactéries sensibles, ça veut dire quoi? C'est une bactérie qui va être éradiquée par l'antibiotique auquel elle est sensible. Vous avez les bactéries inconstamment sensibles, ça veut dire que ces bactéries peuvent développer une résistance à ces antibiotiques. Il y a des bactéries qui sont résistantes, c'est des bactéries qui sont tout le temps résistantes à cet antibiotique. Et vous avez le spectre étroit. On parle de spectre étroit pour un antibiotique à spectre étroit. Ça veut dire que c'est un antibiotique qui va agir spécialement sur une ou deux bactéries ou bien une famille bien donnée de bactéries. Et là, c'est l'idéal pour une utilisation rationnelle. Et pourquoi c'est l'idéal? Ça veut dire là, je ne vais pas créer de phénomène de résistance lorsque j'utilise un antibiotique à très large spectre, où je ne saurais pas si je vais éradiquer la bactérie en cause ou pas. Donc là, vous avez des exemples très large spectre, comme les tétracyclines, le chloramphénicol, à large spectre, comme les aminosides, comme aussi on parle de spectre avec prédominance gram positif, comme bêta-lactamine, au spectre étroit pour les grammes négatifs et les grammes positifs. Donc maintenant, passons aux notions de CMI ou CMB. La CMI, c'est quoi? C'est la concentration minimale inhibitrice. C'est quoi? C'est la plus faible concentration qui va inhiber la croissance, une croissance visible. Parce que comme vous voyez dans le dessin, le tube c'est le témoin. Ça veut dire là où il y a un inoculum important en bactéries, on voit que la solution elle est trouble. Ça veut dire que là il y a toujours des bactéries qui circulent. Plus on dilue, jusqu'à trouver la dilution où
le liquide devient limpide. Il n'est plus trouble. Et bien c'est là où on note la concentration minimale inhibitrice. C'est là la CMB. Et la CMI, c'est quoi? C'est la concentration minimale bactéricide, ça veut dire la concentration la plus faible qui entraîne la mort de la bactérie. Et là, ces notions-là sont importantes pour pouvoir dire d'un antibiotique qu'il est bactéricide ou bien d'un antibiotique qu'il est bactériostatique. Bactériostatiques, généralement, ils sont définis par les CMI. Et bactéricides, ils sont définis par les CMB. Un antibiotique bactériostatique, c'est-à-dire on cherche une CMI. Une CMI, c'est sa concentration minimale inhibitrice. C'est vrai que la CMB, généralement, elle est très grande, très grande. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à la CMI. Pourquoi on ne va pas partir chercher la CMB? Donc c'est pour ça, lorsque je dois chercher la CMB, ça veut dire que je dois vraiment augmenter la dose de l'antibiotique. Et lorsque j'augmente énormément une dose d'un antibiotique, qu'est-ce que je vais atteindre? Je vais atteindre la toxicité. Et là, c'est une chose qui n'est pas recherchée. D'accord? Donc lorsque la CMI, elle est très faible par rapport à la CMB. Et généralement, le rapport entre CMB et CMI, il est compris entre 8 et 16. Et là, on parle d'un antibiotique bactériostatique. D'un antibiotique bactéricide, quand est-ce que je parle d'un antibiotique bactéricide? Ça veut dire que l'inhibition n'est pas très loin de la bactéricidie. Son phénomène statique n'est pas très loin de son phénomène bactéricide. Donc là, ça ne nous dérangera pas d'augmenter juste un petit peu la concentration et atteindre la bactéricidie pour avoir un effet radical sur la bactérie. Et généralement, le rapport, il est environ de 4, plus ou moins, un peu plus faible.